Mesdames et messieurs, bonsoir. Opportunité de relance agricole au Congo est le thème de ce débat. Et avec moi pour en parler, Michel Njombo, producteur agricole. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Monsieur Tsenge, entrepreneur agroalimentaire. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. J'ai monsieur Aurélien Nazaire Kenamiki, il est président des fermiers du village agricole d'Oncourt. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, monsieur Alphonse Ndongo, journaliste économique. Bonsoir. Bonsoir. Comme vous le savez, l'agriculture constitue un des vrais remparts du développement économique du Congo. Le pétrole est certes la première ressource nationale, avec plus de 60% de contribution dans le budget national, mais les exigences sur la diversification de notre économie remettent l'agriculture au cœur du développement. Et pourtant, ce secteur est encore très précaire et ne contribue qu'à moins de 10% du PIB. Très peu de Congolais se lancent dans l'agriculture. Sur les 10 millions d'hectares à exploiter, seulement 3% ont pu être déchiffrés. L'agriculture, priorité des priorités, semble être un simple slogan pour les pouvoirs publics. À côté, on assiste quand même à une émergence des jeunes avec des capitaux privés pour produire dans tous les domaines agricoles. Le résultat de leur labeur se fait déjà sentir sur le marché. Mais avant d'entrer dans ce débat, je vous propose, comme il est de coutume, de repartir du côté de la régie et de suivre quand même ces efforts que le gouvernement mène sur la question agricole. À tout à l'heure. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est décidée d'accompagner le Congo dans la réalisation de ses projets agricoles et forestiers pour une économie diversifiée. Ce tête-à-tête entre Martin Parfait et Mekoussouma Vungu, ministre congolais de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, et Souza Percy de Philippini, représentant de la FAO au Congo, a permis au directeur des instituts nationaux de la recherche agronomique et forestière de signifier les attentes du Congo auprès de cet organisme onusien. Nous attendons beaucoup de la FAO en ce qui concerne la recherche agricole. Et nous faisons la recherche agronomique. Et cette recherche agronomique vise d'abord à ce que les estomacs des Congolais soient satisfaits. Ce qu'on attend de la FAO, c'est la production de semences forestières, parce que pour reboiser nos forêts, pour les enrichir, il faut des semences. Au sortir de cet échange, la représentante de la FAO au Congo a exprimé la volonté des agences du système des Nations Unies quant à soutenir le pays dans la mise en œuvre de ces initiatives scientifiques et innovantes axées sur l'agriculture et d'autres domaines. Nous travaillons avec le gouvernement sur un plan, de production semencière, parce que, comme vous le savez, les semences aussi, c'est extrêmement important pour produire dans le domaine agricole. Et actuellement au Congo, c'est, un produit qui manque crucialement. Les semences, les bonnes semences, les semences certifiées. Je pense que tout simplement, nous devons nous donner la main. Cette rencontre entre ces deux personnalités s'inscrit dans le cadre de la poursuite des actions déjà engagées pour le bien-être des Congolais. Retour donc sur ce plateau, chers messieurs, y a-t-il des réelles opportunités pour relancer l'agriculture au Congo? Michel? Oui, en effet, il y a des opportunités. Pour ne pas parler que des opportunités techniques même et de l'agriculture, il y a d'abord le cadre dans lequel évoluent les acteurs du secteur, un cadre fiscal, un cadre administratif qui est incitatif. Bon, il est clair qu'il y a des difficultés, même à ce niveau-là, comme dans tous les secteurs d'économie, mais au moins les pouvoirs publics ont mis en place des textes qui exonèrent le secteur d'impôts sur les sociétés, qui exonèrent le secteur de TVA, de patentes. Ce n'est pas négligeable, comme on le sait. L'impôt sur les sociétés au Congo est assez élevé en comparaison avec des pays à une économie similaire. On paie, je pense, ne pas me tromper, 37% d'impôt sur les sociétés. Donc vous imaginez, vous arrivez à dégager une centaine de millions, par exemple, dans une activité en bénéfice, vous devez payer 37 millions en impôt sur les sociétés, mais pas dans le secteur agricole. Donc ça, c'est déjà quelque chose sur lequel on peut capitaliser. Après, c'est quelque chose qui doit servir à l'investissement. Donc on doit, tout ce qu'on gagne, qu'on peut économiser grâce à ces incitations, il faudrait le réinvestir pour développer nos exploitations, créer de l'emploi. C'est l'idée. Donc là, déjà, c'est une opportunité à saisir, un cadre fiscal qu'on n'a pas dans tous les secteurs, et il faut le saisir et s'en servir très largement. Monsieur Tsenge. Oui, opportunité, certainement. Mais je pense que au-delà des opportunités qu'offrent des textes législatifs, des avantages qui sont conférés à ce domaine-là, je pense que la crise économique actuelle
est une réelle opportunité pour nous, disons, producteurs. Hein. Moi, là, je m'exprime en tant que myciculteur, promoteur d'activités de production de champignons. Et donc, je me dis, si à la crise, les Congolais ont de moins en moins de moyens pour pouvoir... déjà, ils n'en avaient pas beaucoup avant. Hein. Le panier de la ménagère n'était déjà pas très étoffé. Et donc, aujourd'hui, avec la crise, c'est pire. Et donc, tout le monde ne peut pas se payer 3 repas par jour. Et donc, cette crise va favoriser des produits bon marché. Et donc, des produits bon marché, nous, on est producteurs de champignons, ce sont des produits bon marché que nous voulons offrir énormément aux Congolais pendant ces 3, 4, 5, peut-être plus d'années à venir parce que la crise va durer. Et donc, cette crise, pour nous, est une opportunité. Et je pense qu'elle est une opportunité pour tous les producteurs de biens et services qui pourraient être bon marché. Au-delà de la crise, je dirais qu'il y a aussi le fait que le Congo est un pays en friche. En fait, il y a tout à faire dans notre pays. On a tout à faire. Quand vous allez dans d'autres pays développés, vous avez l'impression qu'il n'y a plus un centimètre carré qui est valorisable. Mais chez nous, il y a tout à faire. Et du fait qu'il y ait tout à faire, et du fait que le Congo importe tellement de produits agricoles pour se nourrir, la substitution possible de ces importations est une opportunité. Est une opportunité pour ceux qui veulent produire. Et donc, c'est pour ça que je dis, je rêve pour que la dévaluation arrive vite, parce qu'on parle de la dévaluation du franc CFA et les Congolais ont peur. Et le gouvernement a peur. Je dis, c'est très bien que la dévaluation vienne, parce que au moins, les producteurs locaux seront plus avantagés que l'importation. Au moins, là, c'est une opportunité pour l'achat. Alors, aujourd'hui, vous savez que le Congo n'a pas pu signer pour l'intégration économique de l'Afrique, le fameux zone de libre-échange, la zone de libre-échange. Pourquoi le Congo a décalé? Mais parce qu'on n'a pas de production. Nous avons décalé parce qu'on n'a pas de production. Et donc, maintenant, c'est une opportunité pour nous de produire. Parce que, autrement, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons subir les productions des autres. Voilà, donc je pense qu'effectivement, la crise, la dévaluation du franc CFA, le Congo qui est un pays en friche, tout ça, ce sont des opportunités en or pour nous, pour tout producteur. Monsieur Nazer. Ok, merci. Je pense qu'il y a d'énormes opportunités parce que le Congo, si je peux citer 2 exemples seulement, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, environ 10 millions de terres à exploiter et à peine 3% sont exploités. Vous voyez? Deuxièmement, si nous ne faisons pas attention, ça veut dire quoi? C'est les étrangers qui viendront s'installer chez nous, qui vont commencer à travailler à notre place. Or, ça, c'est pas bien. Nous avons une pluviométrie extraordinaire qui peut nous pousser à produire davantage. Donc, je pense qu'avec une volonté politique, on peut réussir. Vraiment, il y a d'énormes opportunités. Alors, Alphonse va prendre la parole, mais je vais te donner quelques chiffres. 3% de terres à peine ont pu être défrichées, et puis la couverture en denrées alimentaires importées s'élève à 600 milliards au Congo. Est-ce que, en tant que journaliste économique, en tant qu'économiste, est-ce que tu as peur de ces chiffres? Oui, j'ai peur de ces chiffres. Ce sont des chiffres tout à fait dérisoires. Tu sais, Vexan, pour te prendre un cas de figure, l'Union africaine recommande aux États de consacrer 10% de leurs revenus, enfin de leur budget, à l'agriculture. Bon, c'est vrai qu'on me dira que dans les autres secteurs, santé, éducation, on ne respecte pas ces normes, mais en ce qui concerne l'agriculture, c'est à peine 4%. Donc c'est un chiffre assez lamentable pour notre pays. Et lorsqu'on sait aussi très bien que, évidemment, le gouvernement semble faire la politique d'un pas en avant, d'un pas en arrière. Il y a des mesures incitatives, comme l'a dit Michel, c'est vrai, sur le plan fiscal, sur le plan fiscalo-douanier, parce qu'il y a même des produits ou des intrants agricoles qui rentrent au Congo à taux douanier zéro. C'est quelque chose d'extraordinaire. Cela n'est pas comparable avec des autres pays qui ont une vocation agricole, comme le Cameroun, le Burkina ou la Côte d'Ivoire. Mais une autre chose, c'est que le gouvernement le dit, le clame,
donne l'impression de vouloir faire de l'agriculture priorité des priorités. Je me rappelle de ces thèses que nous rabâchions à l'université de Samir Amin, priorité des priorités au Congo agriculture, avec l'industrie comme facteur déterminant. Et une école, un champ, ce sont des bons slogans, autosuffisance alimentaire, c'est dans le mille. Donc, ce sont autant de choses, on le sent par des slogans. Mais finalement, sur le plan pratique, on a l'impression que les gouvernants même encouragent plus des jeunes, parce que l'agriculture a besoin de beaucoup de bras. Il faut qu'on se le dise, même si on est vers l'agriculture de nouvelle génération, mais on a besoin de beaucoup de bras, et ceux qui sont censés justement apporter une valeur tout à fait, leur force de travail à l'agriculture, on les incite beaucoup plus à faire la politique. Que ce soit à l'époque du monopartisme d'État, beaucoup de jeunes, je pense qu'on leur apprenait beaucoup plus à être dans ce qu'on appelait UGC, production, discipline, fusil. Et finalement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans le cadre de notre nouvelle constitution, vous verrez qu'il y a des mesures très incitatives qui amènent des jeunes, pourquoi pas, à vouloir être un opérateur politique. Et si on fait un sondage, on n'a pas d'institut sondage chez nous, mais à l'observation, vous demandez à des jeunes, que voudriez-vous faire? Tout le monde aspire à être député, à être conseiller municipal, si ce n'est être ministre. Moi, en tant que journaliste, je reçois combien de jeunes par jour qui me disent, Monsieur Alphonse, on voudrait bien que tu nous apportes un peu de ton expérience de journaliste, parce qu'absolument, on voudrait être aussi là-haut. Mais vous voyez peu de gens qui veulent absolument se mettre, n'est-ce pas, au pas pour faire l'agriculture, sachant très bien que, je vais faire et je termine par là, il y a une image qui est très simple. On n'a pas besoin d'avoir de grandes théories d'économie, d'avoir un doctorat. C'est simple. Le Congo consacre pratiquement entre 300 et 500 milliards de francs CFA au titre d'importation de produits alimentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous dépensons donc une partie de notre argent, c'est-à-dire c'est en devise, ça va à l'étranger, mais lesquels tiennent les commerces pour nous faire venir les denrées alimentaires? Je ne suis pas xénophobe, ce sont des sujets étrangers. Et ces gens donc qui investissent chez nous, finalement, ils sont partagés entre réinvestir pour alimenter, n'est-ce pas, leur fonds de commerce, mais aussi, pourquoi pas, épargner chez eux ou construire chez eux. Donc tout cela occasionne ce qu'on appelle en économie, en langage facile en économie, la fuite des capitaux. Et c'est ça, on est donc dans ce cirque. Et si les autorités ne prennent pas la mesure de la chose, savoir que l'agriculture doit franchement être priorité des priorités. Ce n'est pas l'affaire des gens en veste-cravate qui sont dans des bureaux, mais c'est l'affaire de ceux qui aiment ce travail, qui aiment ce métier. Et il y a un autre problème qu'on n'évoque pas, peut-être qu'on va l'évoquer au cours de cette émission. Est-ce que tu sais, Mexan, que la plupart du personnel du ministère de l'Agriculture est en train d'aller à la retraite? C'est vrai qu'on me dira la même chose dans d'autres secteurs, mais c'est tellement important que l'agriculture n'est pas l'affaire des retraités. L'agriculture n'est pas l'affaire des gens qui s'improvisent agriculteurs du jour au lendemain, mais c'est aussi l'affaire des sachants, des gens comme Tsenge qui mènent des études dans ce sens, ou bien pourquoi pas ceux qui sont avec nous sur ce plateau. Et il faut donc des experts en matière agricole qui doivent être dans les villages pour accompagner tous ces jeunes qui ont envie de pratiquer les métiers agricoles. Merci beaucoup Alphonse. 3%, 600 milliards d'importations, est-ce que ce sont des chiffres qui vous font peur, Michel? Je pense que ces chiffres, plus qu'au-delà de nous faire peur, illustrent une chose, c'est que le travail à accomplir est énorme. On a valorisé 3% de nos terres. Pour tout acteur qui est dans le domaine agricole, il sait ce que ça coûte de valoriser chaque hectare de terre. Et très longtemps, on a eu, pour certains en tout cas, la facilité d'accès à la fonction publique, la facilité d'accès à certaines formes d'activité avec ce qu'on appelle communément l'argent facile. Ce qui a fait que on n'avait pas ce courage-là. D'un côté, la facilité d'accès à l'argent, de l'autre côté, les gens ne voulaient pas aller travailler, ne voulaient pas aller se confronter à la difficulté de valoriser la terre. En plus, avec ce qu'on a connu depuis longtemps, à l'époque où on était à l'école, on nous en parlait déjà, l'exode rural. Il y a cette mode de venir en ville, tout le monde délaisse les campagnes. Bon, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que ça n'est pas que par simple envie, c'est parce qu'il n'y a pas d'activité qui les retient dans les campagnes. Donc les gens se disent, moi je vois la ville, je vois mon parent en ville qui est fonctionnaire, qui se débrouille un peu mieux que moi dans la vie, pourquoi je vais rester à faire mon champ, à avoir des revenus limités? Surtout que, qu'est-ce que ça illustre également le fait qu'on a une faible proportion de nos terres qui est valorisée? Ça illustre qu'on a des terres en friche,
qui ne sont pas très riches. Parce qu'en fait, vous voyez, quand vous sortez de nos villes, vous avez de la savane dans beaucoup d'endroits. On n'a pas que de la forêt au Congo. Pourquoi la savane et la savane? C'est qu'à l'endroit où ces arbustes poussent, la terre n'est pas riche. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut dire. Souvent, on parle de la fertilité de nos sols, de l'extraordinaire potentiel qu'offrent nos sols. Mais quand vous voyez de la savane, ça veut dire que le sol est très pauvre. Et il y a un autre élément aussi. Le sol congolais en dehors des zones de forêt est acide. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut amender les sols avec du calcaire pour remonter le pH, pour permettre d'améliorer les rendements. Parce que qu'est-ce qui va se passer avec la mode, avec la crise qui se passe? Tout le monde veut repartir à l'agriculture, mais tout le monde risque de se casser les dents parce qu'il n'y a pas d'expertise sur la qualité des sols, il n'y a pas d'études. Les études datent pour certaines de l'époque coloniale, pour d'autres des années 70. Donc la difficulté, plus que dans les surfaces, plutôt que dans les gros chiffres, c'est comment s'y attaquer et comment être concurrentiel face à l'importation. On a beaucoup parlé d'importation. Aujourd'hui, il faut savoir que le maïs sur le marché international, au départ d'un port comme Bordeaux par exemple, il coûte 190, 200 euros. Donc ça veut dire 125 000, 130 000 francs CFA la tonne. Produire du maïs au Congo avec nos sols, avec notre absence d'expertise, avec l'absence de mécanisation dans la plupart des cas, on ne peut pas produire la tonne à moins de 250 000 francs CFA. Ceux qui y arrivent vraiment, ils ont de grandes surfaces, ils mécanisent, ils arrivent à descendre autour de 150 000. Dans les deux cas, on est au-dessus du cours international. Donc on ne peut pas concurrencer ça. Et la difficulté, c'est que dans ce genre de culture entière dont on ne peut pas, industrielle dont on ne peut pas se passer, avec la dévaluation dont M. Tchengue a parlé, on empire pour certaines cultures le problème, parce qu'on est tributaire des intrants importés de l'étranger. Au Congo, on n'a pas, dans le sujet tout à l'heure, on a parlé d'une politique semencière qui va être développée. Aujourd'hui, on n'en a pas. Donc si on coupe le robinet, si on décide d'évaluer, on va aggraver le problème. Donc il faut penser à une espèce de phase de transition. On redonne envie aux jeunes de se lancer dans le métier. On développe la formation. On arrive à se doter de nouveau de l'expertise qu'on a perdue complètement. Et au fur et à mesure, on arrivera. Ces chiffres sont un challenge. Plus qu'un épouvantail, c'est un challenge et il faut savoir le saisir. Les acteurs se battent. On les voit au quotidien se battre. Je pense que l'éleveur qui est à mes côtés, M. Tchengue, que les Congolais connaissent très bien, se battent au quotidien et on y arrivera. Ça veut dire que le pétrole a encore de beaux jours devant lui, une diversification de l'économie, avec tout ce que Michel vient de dire, on a comme l'impression que ça va prendre encore des années. Le pétrole, ça va être... les années à venir, de toutes les façons, le prix peut se redresser un peu, mais il va encore s'écrouler. Ça, il ne faut pas se faire des illusions. Des pays comme les États-Unis et l'Europe travaillent beaucoup en substitution du pétrole, en produits de substitution. Et en plus, vous voyez, il y a des gisements qu'on n'exploitait pas avant, des types de gisements comme les gisements de schiste et tout, qu'aujourd'hui on valorise, qui font que forcément, le pétrole est en train de perdre ce qu'il avait de... Et en plus, si vous voulez, avec la pression écologique qu'on a aujourd'hui, forcément vous avez des nouvelles technologies comme la voiture électrique qui est en train de faire ses percées, ces nouvelles technologies sur le soleil qui vont faire de toutes les façons que le fossile, d'une façon générale, et le pétrole en particulier, ils ne vont plus, de toutes les façons, des pays qui vont continuer à compter sur le pétrole, comme le Congo, seront forcément largués et connaîtront des crises de ce genre. Alors, on parlait tout à l'heure si vous voulez, de crise et aussi d'opportunités. Mais vous savez, notre agriculture aujourd'hui, quand vous voyez le potentiel des jeunes aujourd'hui, il faut quand même se dire, est-ce que ces jeunes-là, aujourd'hui, qui sont devenus des urbains, pour la plupart, c'est-à-dire, nous, quand on essaie dans les années 50, Brazzaville et Pointe-Noire, c'était 150 000 habitants, 200 000. En tout, les deux faisaient peut-être 300 000 habitants. Aujourd'hui, vous avez la plupart des jeunes Congolais naissent en ville. Ils sont tous des urbains ou des semi-urbains. Donc en fait, ce ne sont pas des gens qui font de l'agriculture. Et donc, est-ce que vous imaginez aujourd'hui pouvoir mobiliser ces jeunes pour aller faire l'agriculture comme leurs grands-parents avec les techniques? C'est pas possible. Même si on dit que l'agriculture demande beaucoup de main-d'œuvre. Mais pour gagner quoi? Alors c'est là qu'on demande au leadership politique d'avoir de l'innovation, d'avoir des comportements innovants.
parce que de toutes les façons, telles que c'est parti, vous ne pourriez pas mobiliser cette jeunesse-là pour aller faire de l'agriculture comme leurs grands-parents. Et si je vous posais la question de savoir qu'est-ce que vous proposez là-dessus? Je n'ai pas de proposition concrète. Ce que je dois dire aujourd'hui en tant que, j'allais dire en tant que le peuple, c'est qu'il faudrait que on mette ce qu'on appelle une task force. Il faudrait qu'on prenne des gens, qu'on fasse sérieusement réfléchir nos universitaires, nos cadres, nos intellectuels sur une question qui est celle-là. C'est une question fondamentale parce que... Comment ramener les jeunes à l'agriculture? Comment faire en sorte que les gens pratiquent l'agriculture, pas seulement les jeunes, parce que même les vieux, ils ne vont pas aller faire l'agriculture comme leurs parents. Ils sont tous des urbains. Et quand ils finissent, ils veulent aller faire l'agriculture quand ils ont pris leur retraite, pour beaucoup. Mais ils vont la faire comment? Mais les bras forts, ce sont les jeunes, hein, je pense. Oui, pas les vieux. Mais ils ont pour image les autres jeunes d'autres pays qu'ils voient à la télévision, comment ils pratiquent l'agriculture, comment ils vivent. Ils ont envie de vivre comme eux, d'avoir les mêmes baskets que eux, et ils ne vont pas aller faire l'agriculture comme on leur demande de faire aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut absolument que nous soyons plus innovants au niveau de la gouvernance. Parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau de la gouvernance, on a souvent brillé par des erreurs et des fautes. Monsieur Ndongo l'a dit, autosuffisance d'ici à l'an 2000, des slogans, ce sont des fautes graves de gouvernance. Et aujourd'hui, il faut sortir de cela. Et la crise devait nous aider à réfléchir plus, devait nous aider à être plus innovants. Et pour le moment, ça, on ne le sent pas. Vous l'aviez dit à propos de la crise. Moi, j'aimerais me retourner du côté de M. Aurélien Nazer. Le nouveau ministre de l'Agriculture, le ministre d'État, donc, dit rechercher 1000 milliards pour relancer l'agriculture. Est-ce possible avec l'expérience des villages agricoles que nous avions connus? Oui, c'est possible. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même souligner un fait. À peine 3% de terres cultivées, 600 milliards que l'État met pour importer, c'est révoltant. Franchement, c'est révoltant. Mais dans les 600 milliards, est-ce qu'il y a une répartition sur telle ou telle denrée? Je ne sais pas. Je vous prends l'exemple des nouveaux villages agricoles d'Onko. Le nouveau village agricole d'Onko a été créé, disons, inauguré, le 10 octobre 2010 par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Alors, nous avons eu comme mission, ou bien comme objectif, de produire l'œuf à 50 francs. 8 ans que nous sommes là-bas, l'œuf n'est jamais produit à 50 francs. Vous allez certainement me poser la question, mais pourquoi? La question qui suit, est-ce que c'est un échec? Bon, si on se tient compte des objectifs qu'il fallait atteindre, c'est un échec. Mais vous vous battez pour relever le défi. Nous sommes en train de se battre. Nous sommes en train de se battre. Depuis 2016, après le retrait des partenaires israéliens, nous avons mis en place une structure, une coopérative, qui s'en charge de la gestion. Mais malheureusement, comme je le dis, je le souligne, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Alors revenons à la question, 1000 milliards pour relancer l'agriculture, est-ce possible? Oui, c'est possible. En faisant quoi déjà? C'est possible. En mettant en place, d'abord, il faut que, premièrement, vous savez, le développement, je dirais, c'est une question de foi. C'est une question de foi. Il faut que nous croyions au développement. Si aujourd'hui, je pense, avec la volonté politique, avec cette somme de 1000 milliards qu'on mettait à la disposition des gouvernants, s'ils ont la volonté, ça peut aller. Comment faire? L'accès au crédit, par exemple. Aujourd'hui, là, nous avons dans notre pays, la plupart des banques, c'est des banques commerciales. Ce ne sont pas des banques d'investissement. Donc, l'accès au crédit, l'accès à la terre, parce que la terre, actuellement, c'est un boulot d'étranglement. Aujourd'hui, vous pouvez avoir votre argent, mais pour trouver là où travailler, c'est difficile. Donc, avec le plan national de développement agricole, je pense que si il y a la volonté politique qui est là, on peut aller de l'avant. Michel, tu es dans... Pardon, vous êtes... On peut citoyer, pas de Ok, d'accord, merci. Dans l'agroalimentaire, et c'est beaucoup plus dans le palmier à huile. Et puis, à côté du palmier à huile, vous avez des cultures additionnelles. 1000 milliards pour relancer l'agriculture, est-ce possible? C'est possible, mais je pense surtout qu'il ne faut plus faire l'erreur de financer des projets d'État.
il faut vraiment utiliser ces 1000 milliards ou une portion de ces 1000 milliards comme un levier. Par exemple, ne plus faire l'erreur de loger auprès de l'État un fonds, qui est le fonds de soutien de l'agriculture pour ne pas le nommer, mais trouver un mécanisme où on associe plutôt les banques qui le gèrent complètement indépendamment avec le contrôle technique d'une commission faite d'experts publics et privés qui valident les dossiers. Mais l'octroi même de financement doit se faire dans le cadre normal des activités commerciales. Et déjà, la pratique financière, c'est que quand vous avez une somme en garantie, vous arrivez à lever le double, le triple. Donc imaginez si l'État était capable de mettre même 100 de ces 1000 milliards, je crois même d'ailleurs que dans le plan, il y a un mécanisme de ce type. Si l'État pouvait mettre 100 milliards, les loger dans 2-3 banques sérieuses de la place, ces banques pourraient déjà mouiller le maillot avec la BDAC à son côté, parce que c'est ça qui se passe. Il y a des dossiers qui avaient été validés il y a 2-3 ans par la BDAC. En face, quel est le mécanisme? La BDAC va à 30%, le promoteur doit apporter 30%, il faut qu'une banque commerciale mouille le maillot. Mais si la banque commerciale n'est pas prête à mouiller le maillot, c'est juste un papier signé par la BDAC qui ne vous donne rien. Parce que la BDAC n'est pas la première à prêter, elle attend la réponse de la banque commerciale. Donc déjà, ce mécanisme-là, il y a 10 à 20 milliards qui sont mobilisables auprès de la BDAC, mais qui ne veut pas y aller seul. Donc déjà, avec ces 100 milliards ou une portion congrue, on pourrait faire beaucoup. Alphonse, en tant qu'économiste, en 2 minutes avant la pause, est-ce que tu y crois? 1000 milliards pour relancer l'agriculture, est-ce possible? Je ne crois pas tellement aux chiffres. Il y en a eu, il y a eu assez d'argent dans le cadre, par exemple, du fonds de soutien à l'agriculture, mais lesquels ont bénéficié de crédit. Ce sont quand même, n'est-ce pas, des grands commis d'État, des hommes politiques et même quelques officiers de nos forces de sécurité. Ça c'est clair, moi j'ai vu la liste. Hein. On ne veut pas peut-être citer des noms, mais tout le monde a eu ces crédits. Qu'est-ce que les gens en ont fait? Ils ont fait autre chose que l'agriculture. Donc je suis d'accord avec ce que dit Michel, hein. Il faut créer ce qu'on appelle une espèce de joint venture, c'est-à-dire un partenariat avec une banque commerciale. On n'est même pas obligé de passer par la BDAC, une banque commerciale de la place. On peut y domicilier, n'est-ce pas, un compte qui permet évidemment que la banque regarde quel est le dossier agricole qui est bancable et avec des nantissements, que ce ne soit pas ce qui s'est passé dans le cadre du fonds de soutien à l'agriculture avec des crédits à blanc, c'est-à-dire sans nantissement. Bon, maintenant 1000 milliards, je peux me poser la question lorsque je jette un coup d'œil en rapport avec la situation, la conjoncture que connaît le pays, je peux bien me demander où est-ce qu'on va mobiliser ces 1000 milliards, puisqu'on est engagé dans un, peut-être à très court terme, on va être engagé forcément dans un programme triennal avec le FMI, avec l'institution de Bretton Woods. Donc tout sera passé au scanner. Où est-ce qu'on va trouver cet argent? Ce n'est pas évident que la Banque mondiale, la FAO, qu'on mobilise autant d'argent. Après la pause, Alphonse, on poursuivra après la pause. Mesdames et messieurs, on prend une pause et puis on se retrouve dans quelques instants.